de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. Et dans la rubrique économie focus sur la filière viande, le marché est bien approvisionné en viande de mouton et de bœuf, mais les prix restent élevés. Ils varient entre 4 000 et 5 000 francs le kilogramme. Des mécanismes et programmes sont mis en place par l'État pour accompagner les éleveurs en vue d'améliorer la production. Pour son premier match, le Sénégal a été battu par le Nigeria, score 72-65. Les Lions vont jouer leur deuxième match ce soir. Et dans le journal des régions, nous irons à la rencontre du plus vieux délégué de quartier de Dakar. Son nom, El Haj Mamadou Djité, âgé de 109 ans. Ce maître menuisier a une parfaite maîtrise du Coran. Malgré le poids de l'âge, il continue toujours ses activités. Son portrait à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous en visite au Sénégal. Le président de la République de Guinée-Bissau a été reçu hier dans la soirée par son homologue, le président Macky Sall. Umaro Sissoko Embalo s'est entretenu avec le chef de l'État sur la situation de la sous-région. Il dit ne pas venir en médiateur, mais entretient d'excellentes relations avec toute la classe politique. Il invite les Sénégalais au dialogue parce que de sa stabilité dépend celle de la sous-région. Le voici au micro d'Aboubakry Kane. Le Sénégal est en relation très particulière. Et surtout moi, que j'ai mes parents, beaucoup de mes parents, ils sont des Ziguinchor. Donc, je suis venu voir le président Macky Sall, qui est un grand frère aussi, pour échanger avec lui concernant la situation de la sous-région. Bon, le Sénégal aussi, qu'est-ce qui se passe, une chose politique. Et parce que vous le savez que la stabilité du Sénégal, c'est très important pour notre sous-région. Et puis, le Sénégal, c'est un pays modèle en démocratie. Et des fois, on dit que 60 ans d'indépendance, 4 chefs d'État, il n'y a aucun chef d'État de transition. Ça, c'est très important. Quand on dit ça en CEDEAO, et les Sénégalais, ils sont fiers. Parce que ce n'est pas comme nos pays qui sont tous des pays républiques de transition et tout ça et machin. Ça, je pense que c'est très important que le Sénégal garde cette tradition. Et la paix, le Sénégal, c'est très important pour la Guinée-Bissau, la Gambie et notre sous-région. C'est pour cela que je suis venu voir le président Macky Sall et soutenir le peuple sénégalais que cette situation qui n'est pas une situation atypique. Nous, en Guinée-Bissau, on a déjà passé ça, où les parlements ont voté l'extension du Parlement pour qu'on puisse faire des élections. Ça, c'est des choses qui sont très normales. Et puis, c'est constitutionnel chez nous. Et c'est une expérience que nous, on a vécue. Donc, au-delà de ça, j'ai beaucoup d'amis au Sénégal. Je suis reçu à l'aéroport par le Premier ministre, avec qui on a changé aussi beaucoup. Moi, je ne suis pas venu ici en tant que médiateur. Je suis là en tant que frère. Mais j'ai beaucoup de frères dans tous les partis d'opposition sénégalais, comme vous le savez, que j'ai vécu ici au Sénégal. Et tout le monde m'en parle. Et puis, il y a beaucoup qui ont manifesté à me voir. Ils vont passer à l'hôtel, échanger avec moi. Il y a beaucoup qui m'appellent. Donc, il n'y a pas de crise. Je suis un frère du Sénégal. La stabilité du Sénégal, ça c'est la stabilité de l'Afrique. Ce n'est pas juste le Sénégal. Et nous sommes fiers de voir comment ça se passe au Sénégal. Et puis au Sénégal, c'est un pays que tout se finit par le dialogue. Je pense que c'est très important que les Sénégalais gardent cet esprit. Le président de la République a également reçu ce jeudi les lettres de créance de nouveaux diplomates accrédités à Dakar. Il s'agit de l'ambassadeur d'Italie résidant au Sénégal et de 10 autres ambassadeurs non résidents à ces diplomates nouvellement accrédités. Le président a souhaité la bienvenue et réaffirmé la tradition d'ouverture du Sénégal avec comme devise la non-exclusion et la non-exclusivité. Compte rendu à Aboubakry Kane. Un cérémonial de rigueur pour une entrée en fonction officielle de nouveaux diplomates accrédités à Dakar. Au portail du palais présidentiel, l'ambassadeur d'Italie est accueilli par le chef du service du protocole de la présidence avant les honneurs militaires. Caterina Bertolini est venue présenter ses lettres de créance au président de la République, marquant ainsi sa prise de fonction officielle au Sénégal. Titulaire d'une maîtrise en droit à l'université de Florence,
Caterina Bertolini a servi entre autres à la Direction générale pour la coopération, mais aussi comme ambassadeur en Colombie, puis en Équateur. Après Caterina Bertolini, 10 autres ambassadeurs sont également venus présenter leur lettre de créance au président Macky Sall. Il s'agit de diplomates non résidents, les ambassadeurs désignés du Pérou, du Tchad, du Vietnam, du Soudan du Sud, de la Slovaquie, de l'Ouganda, du Sri Lanka, de Djibouti, d'Australie et d'Azerbaïdjan. Je suis heureux de vous accueillir au Palais de la République du Sénégal pour recevoir les lettres de créance par lesquelles vos hautes autorités respectives vous accréditent en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Sénégal. Je m'en réjouis vivement. Je vous souhaite la bienvenue en vous adressant mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès. Je vous prie en même temps de transmettre à vos dirigeants mes salutations cordiales et l'expression de ma constante volonté d'œuvrer avec eux au renforcement des relations amicales entre nos pays. Ce, dans un contexte géopolitique et géostratégique exceptionnel. Le monde continue de vivre les impacts sévères de la crise sanitaire, du réchauffement climatique, d'une guerre majeure et de conflits armés. S'y ajoutent les tensions géostratégiques qui rappellent à bien des égards l'époque de la guerre froide. Je n'oublie pas, s'agissant de l'Afrique, la persistance du phénomène terroriste. Ce tableau peu reluisant montre de façon encore plus nette la pertinence de votre mission de messager de la paix, de conciliateur d'intérêts différents, voire divergents, et d'intermédiaires privilégiés du dialogue pour la compréhension mutuelle et l'entente cordiale entre les peuples. C'est dans cet esprit que ces ambassadeurs non résidents sont reçus, conformément à la tradition d'ouverture du Sénégal à toutes les aires géographiques et civilisationnelles. Votre présence ici, venant des 4 coins du monde, porte le témoignage de cette tradition d'ouverture et de collaboration tous azimuts. En vous accueillant au Palais de la République pour recevoir vos lettres de créance, je vous dis la grande amitié et le profond respect du Sénégal à l'endroit de vos pays et de vos peuples. Soyez également rassurés et assurés de mon soutien et de la collaboration de mon gouvernement pour la réussite de votre mission. Au président Macky Sall, ils ont présenté le document qui consacre leur accréditation en tant qu'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de leur pays au Sénégal. L'actualité, c'est également la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi. L'événement démarre ce samedi. Faire de Diamalaye un lieu moderne qui pourra accueillir les fidèles laïens dans de bonnes conditions. C'est l'objectif du groupement central des Daïra Taral Diamalaye, un projet qui va coûter 1,2 milliard de francs CFA. Kaltoum Gueye. Diamalaye accueille des milliers de fidèles à chaque événement laïen. Pour mettre ses croyants à l'abri du soleil ou de la pluie, une initiative est née, Taral Diamalaye. Comprenez l'embellissement de la cité. Le monde évolue et il se modernise de plus en plus avec les nouvelles technologies. On peut avoir de très belles choses. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait que Diamalaye réponde aux exigences de l'heure. Chaque personne qui vient ici pour se recueillir doit se sentir comme chez soi.
L'objectif est donc clair, faire de ce lieu un cadre plus accueillant, remplacer les anciennes tentes par d'autres beaucoup plus modernes, de grand format, avec du matériel adapté aux exigences de l'heure. Un tel projet a un coût. Le coût est de 1,250 milliard de francs CFA. Pour la première phase, il y a près de 200 millions déjà dépensés. La commande a quitté la Chine pour le Sénégal. Mais malheureusement, il y a eu un retard à cause de problèmes de fret. C'est pourquoi on n'a pas pu utiliser ces tentes modernes pour la 144e édition de l'appel. Mais Inch'Allah, juste après l'appel, on va démarrer le travail. Une première phase déjà entamée avec la commande d'équipements ultra modernes composés de chapiteaux, chaises, climatiseurs et autres. Pour réaliser ce projet, tous les Layènes d'ici et de la diaspora sont interpellés. Le projet a une durée de vie de 5 ans ou même moins. C'est pourquoi nous demandons à tous les Layènes de participer aux différentes levées de fonds pour que ce projet soit une réussite totale. En tout cas, toutes les bonnes volontés sont attendues. Le groupement central des Daïra Layènes est le maître d'œuvre de ce projet et il compte l'étendre aux autres sites Layènes tels que Cambérène et Ngor. L'unité, socle de la stabilité sociale et politique, thème de cette édition. À Rufisque, les fidèles Layènes entendent répondre à l'appel du mardi. Ils se disent en phase avec le thème de l'année qui vient à point nommé. Un projet leur tient à cœur, exploiter à l'espace qu'ils ont acheté pour y accueillir leurs fidèles. Compte rendu Maran Ndiaye et Amadou Diallo. À Mérina, dans la ville de Rufisque, la communauté Layène de la localité compte répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Comme à l'accoutumée, du point de vue organisationnel, les préparatifs vont bon train. Cet appel a été initié, il faut le rappeler, par Seydina Issa Laye, plus connu sous le nom de Baye Seydi Thiaw. Chaque année, on prépare cet appel. Les talibés, les non-talibés, tous les Layènes sont vraiment intéressés par l'appel de Seydina Limamou alayhi salam. Il y a des situations qui sont gérées par la communauté. Mais il y a des situations qui sont gérées individuellement par chaque daïra. Actuellement, ils sont assez organisés, les daïras, par rapport à leur transport, par rapport à la restauration et tout. Cette 144e appel du mardi met le curseur sur l'unité pour asseoir une stabilité sociale durable. Les Layènes de Rufisque ont compris tout le sens de cette volonté, gage de développement pour toute communauté. Parce que l'unité, dans la situation actuelle que les Sénégalais vivent, on doit vraiment conscientiser les gens pour la paix sociale. Parce que sans paix sociale, il ne peut pas y avoir de développement. Sans paix sociale, on ne peut rien faire. Il faut aussi s'appesantir sur l'éducation, ce que Mambala alayhi salam a fait dans les khutbahs. On doit concentrer tous nos efforts pour que les gens aient une bonne éducation, surtout une éducation de base. Sur cet espace de 1200 mètres carrés, les Layènes comptent y ériger des infrastructures pour les fidèles et participer à leur éducation. La place là représente beaucoup de choses pour la communauté Layène. Parce que ça fait des années et des années, la communauté n'a jamais eu d'espace où évoluer. Donc nous, quand on a succédé à nos grands-parents et nos parents, nous nous sommes organisés et avons tout fait pour acquérir cette place-là. On l'a payé à 55 millions et c'est une place qui ne se limite pas seulement à ici, c'est jusqu'à la rue là-bas. Donc on compte y édifier un institut islamique qui aura en son sein une école coranique et une grande mosquée. Le troisième calife, Seydina Issa Laye, plus connu sous le nom de Baye Seydi Thiaw, est né à quelques encablures de la place là, à presque 200 mètres, en face de la mer. Ce que ignorent d'ailleurs beaucoup de personnes, pas mal de personnes à Rufisque, même les autorités politiques ignorent cela. Qu'au moins Baye Seydi Thiaw, Seydina Issa Laye, mérite
qu'on lui attribue une rue ou bien même le rond-point qui juste fait face à la place. Cambérène, Ngor et Yoff vont accueillir des milliers de fidèles Layènes pour commémorer l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. La communauté Layène de Rufisque compte ainsi s'abreuver à la source intarissable du Mahdi. Entre les Layènes et la couleur blanche, c'est une longue histoire. Il s'agit d'une recommandation de Baye Laye pour effacer les inégalités sociales entre les disciples. Depuis, la tradition s'est perpétuée et caractérise tout le rassemblement. Le blanc des Layènes, c'est une chronique signée Omar Diaw. Ce qui frappe de prime abord dans tout rassemblement Layène, c'est au-delà du nom de Dieu salmodié dans une harmonie vocale synchronisée, la couleur blanche immaculée qui recouvre tout le monde de pied en cap. Et quand l'invocation du Tout-Puissant monte de milliers de poitrines, le mouvement des corps n'est pas sans rappeler l'écume des crêtes de vagues successives dans une dynamique perpétuelle de flux et de reflux. En islam, la couleur blanche a toute une symbolique. Elle incarne la pureté, l'absence de souillure, et c'est dans une étoffe de cette couleur que l'homme effectue les rituels majeurs du pèlerinage au lieu saint de l'islam et qu'il retourne à la terre-mère. Chez les Layènes, le blanc n'est pas une couleur de circonstance ou fortuite. C'est celle de tous les événements et il s'agit d'une ligne de conduite vestimentaire très tôt indiquée par le vénérable Seydina Limamou Laye lui-même. Un jour d'une grande prière de l'Aïd el-Fitr Korité, il avait remarqué des différences dans la richesse des tenues vestimentaires des fidèles. Des gens simples, sobrement vêtus, cohabitaient avec d'autres aux habits cossus. Par la mise des uns et des autres, il était aisé de reconnaître l'origine sociale de chacun. Et comme pour neutraliser le contraste, il demanda à tous de revenir à la prochaine prière vêtue de blanc et de préférence dans une étoffe accessible, celle de l'ultime toilette. Aussitôt dit, aussitôt fait, et lorsque les premières daïras Layènes ont commencé à voir le jour dans les années 50, chaque membre se devait d'apporter son habit blanc avant d'adhérer. Ce choix, loin d'être une juste singularité, a des fondements théologiques, socio-anthropologiques et même économiques. Que dire alors de l'esthétique du blanc? Et c'était tout pour la page consacrée aux préparatifs de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Je rappelle que l'événement démarre ce samedi. Autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance alloue une enveloppe de près de 600 millions de francs CFA aux femmes du département de Pikine. Un prêt pour 9000 femmes de la localité et des kits de cuisine d'une valeur de 20 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de financement s'est déroulée en présence des autorités du département de Pikine. Anaïs Niagno-Mané. Femmes vivant avec un handicap, relais communautaire, femmes de développement, Badianou Gor, toutes réunies pour recevoir leur financement. Dans le département de Pikine, le ministère de la Femme a dégagé une enveloppe de 600 millions de francs CFA. Nous avons amené à Pikine 300 millions de francs CFA pour les organisations féminines. En plus, FADES a donné 147 millions et parraine 24 millions. Donc 618 millions au total pour les 9000 femmes de toutes les communes confondues. Cet accompagnement des femmes du département de Pikine est bien apprécié par les autorités de la localité. Madame le ministre, vous êtes venue à Pikine avec beaucoup de cadeaux pour accompagner les femmes du département. Au nom de l'ensemble des responsables du département, nous vous disons merci. Des responsables du département de Pikine. Madame la ministre, c'est ici la clôture des financements, mais aussi la distribution du matériel d'achèvement des travaux des femmes. Madame la ministre, au nom de toutes les organisations de femmes du département de Pikine, nous voulons Ce financement vise l'autonomisation des femmes de toutes couches confondues, s'y ajoute du matériel pour alléger et améliorer leurs conditions de travail. Madame le ministre, les femmes de développement, Badianou Gor, relais communautaire, femmes vivant avec un handicap, toutes ont reçu leur financement. Mais je rappelle à toutes les femmes que ces financements ne sont pas gratuits. C'est à rembourser.
Sur le financement, on a augmenté du matériel, des kits de cuisine pour une valeur de 20 millions pour les groupements de femmes. Ce financement se fait sous forme de prêt. Le remboursement va garantir sa pérennité et permettre à d'autres d'en bénéficier dans un cadre revolving. 319 millions de tonnes de viande sont consommées par an au Sénégal, soit 18 kg par tête d'habitant. Chiffre de la direction de l'élevage. L'État multiplie les programmes et met en place des mécanismes pour améliorer la production et par ricochet approvisionner convenablement le panier de la ménagère. Plus de détails dans le grand format économique de ce journal. 9 heures passées de quelques minutes au marché Tilène de Dakar. L'ambiance est indescriptible dans cette allée réservée uniquement à la vente de viande de mouton et de bœuf. Des étals bien garnis, sauf que les morceaux sont hors de prix. La viande de mouton coûte 5 000 francs le kilogramme. La viande de bœuf, 4 000 francs. Tout est cher. C'est vraiment très dur. On se pose des questions. Pourquoi les prix ne baissent pas? C'est trop cher. La viande de mouton n'est pas du tout accessible. On n'a pas les moyens de s'en procurer. 4 000 francs. Des prix qui varient entre 4 000 et 5 000 francs CFA le kilogramme. Cette augmentation notée depuis quelque temps et qui perdure a une explication. L'origine de cette hausse est à chercher ailleurs. En ce moment, tout est cher. Les bœufs viennent le plus souvent de la sous-région. C'est ce qui explique la cherté. Malheureusement, on remarque cela toute l'année. Ces revendeurs établis au marché Tilène se ravitaillent le plus souvent à la SOGAS, la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Le lieu renseigne à suffisance sur le niveau d'approvisionnement du marché en viande. La production des gros ruminants, des bovins, la moyenne journalière dans la région de Dakar, c'est 550 bovins. Néanmoins que la SOGAS tourne sur en moyenne 300 bovins, mais si vous voyez ce qui viennent, ce qu'on a à Rufisque et dans les sites clandestins, tout ça, le cumul, ça fait 550 bovins jour. Donc, uniquement pour la région de Dakar. Les petits ruminants dans les abattoirs de Dakar, on abat 2000 petits ruminants jour, la moyenne. Tu as bien vu. Donc, vous voyez l'impact de la consommation. De la viande en qualité et quantité suffisante, mais pas à la portée de toutes les bourses. On compare l'aspect filière. Il y a l'éleveur, il y a le marchand de bétail, il y a le cheviard, il y a le boucher détaillant. C'est tout un circuit. Bon, là où s'approvisionne l'animal, si c'est cher, bon, donc le prix de la viande au finish doit être cher. Bon, donc, on a 2 saisons, la période de soudure et la grande saison. Actuellement, nous sommes à l'entrée de la période de soudure. D'ici le mois de juin jusqu'au mois d'août, le prix de la viande commence à être à la hausse. Du côté de la direction régionale de l'élevage et des productions animales, on parle de stabilisation des prix. Le prix de la viande bovine est resté stable au niveau du marché. Le prix au niveau du marché est à 4 000 francs le kilogramme pour la viande bovine et 4 800 francs pour la viande de mouton. C'est un prix qui est resté stable. On n'a pas connu de hausse récemment, mais c'est un prix qui est resté stable. Stable, il n'y a pas de tension. Le Sénégal est un pays grand consommateur de viande, avec une estimation annuelle de 18 kg par habitant. On produit, sur les petits ruminants que je vous parle, il n'y a que 15% qui est importé de la sous-région. Tout est produit ici. Mais nos problèmes, c'est le gros ruminant. Les gros ruminants, presque, vous voyez, presque les 45% sont importés. Mais tout le reste est produit ici. Mais il faut prendre l'impact du marché du couloir ouest, de nos voisins qui se ravitaillent sur le Sénégal. Si on n'exporte pas, le marché est favorable pour le Sénégal. Pour améliorer la production nationale, l'État a mis en place des programmes destinés à accompagner les acteurs
afin de mettre sur le marché des produits accessibles. Ces mécanismes, c'est quoi? C'est que nous avons au niveau des départements, les éleveurs ont la possibilité de faire des achats groupés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de pérennisation de l'acquisition de l'aliment de bétail. Mais également, il y a un important programme de culture fourragère, un programme de culture fourragère pour accompagner, encourager, amener les éleveurs à produire du fourrage pour l'alimentation du secteur. Et il y a aussi l'aspect crédit, parce que nous avons notamment le fonds d'appui à la stabilisation qui finance l'embauche et d'autres activités d'élevage. Des stratégies salutaires, certes, mais qui ne se font pas toujours sentir sur le panier de la ménagère. La cherté de la viande oblige quelquefois les consommateurs à se rabattre sur des produits de moindre qualité et sans garantie d'une bonne santé. Et nous en venons au sport basketball, tournoi de qualification olympique. Le Sénégal, pour son premier match, a été battu par le Nigeria sur le score de 72-65. Les Lions vont disputer leur deuxième match ce vendredi à 19h45, nous dit Abdelaziz Ban. Dans ce début de match, c'est le Nigeria qui domine les débats et prend d'assaut le cerceau sénégalais. Voilà, le Sénégal qui retrouve la Belgique ce soir à 19h45, un match que vous pourrez suivre sur nos antennes. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, avant 2017, il était pensionnaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, Amadou Ka a pris un virage inattendu en se lançant dans l'horticulture, une activité agricole qu'il hérite de ses parents. 20 millions de francs CFA, c'est son chiffre d'affaires après chaque saison culturelle. Lamine Touré est allé à sa rencontre. Le cheval, moyen de déplacement approprié pour se rendre dans les périmètres agricoles situés près de la côte ouest du pays. Et c'est à Betet 2, un des hameaux de Fassboy, où nous nous sommes rendus à la rencontre d'un jeune producteur maraîcher à 150 km de Dakar. Diplômé en géographie, Master 2, option espace et société rurale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Amadou Ka était d'une lucidité sans équivoque quand il fallait faire ce choix. Tout au début, je ne croyais pas au champ, franchement. Mais après avoir échoué une fois à l'ENA et après encore tenté la douane et ça n'a pas marché, je me suis raccroché et dit pourquoi pas ne pas revenir à la terre et cultiver, faire comme mes prédécesseurs quand même, puisque ils s'activent ici depuis belle lurette et ils s'en sortent, pourquoi pas moi. Un retour difficile puisque ce jeune producteur horticole de 34 ans n'avait pas de moyens à la hauteur de ses ambitions. Ici, la maîtrise de l'eau, la salinisation des terres comme le foncier demande une certaine assise financière. Amadou Ka était obligé de contracter un emprunt agricole pour démarrer ses activités de production de pommes de terre. C'est un financement qui dure 6 mois. Oui, c'est un financement d'accompagnement. On te donne et au bout de 6 mois, tu rembourses. Le financement au départ, ce n'était pas beaucoup, c'était aux 500 000. Puisque c'était un débutant, il n'avait pas une vraie confiance en moi parce que je venais simplement de débuter. Il y a beaucoup d'échecs pour les emprunts agricoles et autres choses. Par souci de prudence, ils m'ont octroyé 500 000. Mais ces 500 000-là m'ont sauvé en quelque sorte. Aussi, j'ai pu démarrer, faire des cultures sur un même espace, faire de la carotte et mettre du navet là-dedans. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Mais après, au bout de 1 mois, 20 jours, 2 mois, tu fais la première récolte et il reste la carotte. Au bout de 3 mois, après tu récoltes, sur un même espace, tu récoltes 2 fois. Après chaque campagne, Amadou Ka remet à jour ses vieilles habitudes d'intellectuel et certifie ses comptes. Au bout de 12 mois, je prends mon cahier de gestion et je fais le calcul là, les dépenses et tout ce qu'il y a à faire. Et ça tourne autour de 15 voire 20 millions actuellement. 20 millions de francs CFA de chiffre d'affaires dans cette exploitation d'1 hectare de pommes de terre. Cela peut susciter de l'intérêt pour les jeunes
de la localité de Fass Boye qui s'adonne très souvent à l'émigration clandestine vers l'Europe. Mais la zone des Niayes est à sauver de la salinisation et d'autres problématiques qui impactent de manière négative son potentiel horticole. C'est une véritable catastrophe, je dirais une problématique au niveau de la zone de Niayes. Surtout nous qui sommes embêtés. Aujourd'hui, on assiste à une dégradation des ressources naturelles, l'affaissement de la nappe phréatique dû aux multiples motopompes qui sont installées de part ça et là, mais aussi l'avancée de la mer avec pas mal de problèmes environnementaux qui rendent aujourd'hui l'agriculture très difficile à gérer, surtout ce que vous avez énuméré. Vous avez énuméré la question liée à l'accès aux fonciers. C'est un véritable casse-tête pour tous ceux qui sont au niveau de la zone des Niayes. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle dans une zone forestière par là, à quelques dizaines, voire centaines de mètres au nord. C'est une zone de restauration, c'est géré par les engins eaux et forêts. On peut s'occuper des cuvettes, mais pas pour faire des extensions. On ne nous autorise pas pour faire des extensions. La question des intrants est aussi nécessaire dans la bonne tenue des cultures. Un agriculteur, celui qui l'appuie, surtout ceux qui sont ici dans cette zone-là, il faut leur donner de l'engrais à temps, c'est-à-dire dès le début de la campagne, au mois de septembre, au plus tard octobre. Mais jusqu'à présent, le quota d'engrais n'est pas accès. Le quota est disponible, mais il n'est pas encore délivré ça. Regardez, on est au mois de février. Oui. Et chez vous, quand on parle de campagne agricole, c'est combien de mois? Nous on n'a pas de campagne, on a presque tout, on cultive toute l'année. Ahmadouka pratique l'élevage au-delà de l'agriculture, une passion que porte cet ancien pensionnaire de l'UGB. À BT2, ils sont nombreux à s'adonner à l'agriculture. Dans ce champ de carottes, Mamadouka s'y active avec les moyens de bord, une vieille motopompe et une méthode d'arrosage pas du tout facile à manœuvrer. Mais l'essentiel est de veiller sur sa production qu'il va bientôt mettre sur le marché. Retour à Dakar pour aller également à la rencontre du plus vieux délégué de quartier de Dakar. Il a 109 ans et n'a jamais fréquenté l'école française. Il a une parfaite maîtrise du Saint-Coran. Il est aussi maître menuisier, métier qu'il exerce jusqu'à présent. Comment réussit-il à allier toutes ces activités? Élément de réponse dans ce reportage signé Mansour Dieng et Mariam Biramba. Il ne donne pas l'air de son âge. À 109 ans, révolu. Ce menuisier, doyen des délégués de quartier de Dakar, exerce dans ces lieux. La démarche alerte. Mamadou Dité reste toujours au service des citoyens. Ce père de famille n'a jamais fréquenté l'école française. Pour faire son travail, il est aidé par une de ses filles. Toutefois, sa maîtrise du Saint-Coran a été un grand atout pour être nommé à ce poste. C'est grâce au Coran que j'occupe cette fonction de délégué de quartier. Aladji Alassane Ndoye, un grand dignitaire lébou, y a joué un rôle, ainsi que d'autres membres de la communauté lébou à Soumbédioune, l'imam ratib de Dakar. Il m'associait souvent dans la prise des décisions. Au-delà de son statut, il joue également le rôle de régulateur social dans le quartier de Fan Hock. Il joue effectivement un rôle très important dans le quartier en tant que personne gérant les questions liées au voisinage. Il joue souvent aussi le rôle de médiateur quand il y a des difficultés entre certaines familles. Et en cas de besoin, vraiment, il fait aussi le tour du quartier dans chaque maison pour voir ce qui se passe dans les familles et s'enquérir de leur situation. Il est très généreux, il aime aider les gens et il est très sociable aussi. Il ne s'est jamais esselé pour prendre sa nourriture. Il partage tout avec nous et se suffit de ce qu'il possède. C'est donc avec sa famille que tout a commencé. Né à Ngaye Mékhé, il a été baptisé par le fondateur du mouridisme lors d'un de ses passages dans cette localité située dans le Cayor, région de Thiès. Il fait du travail un sacerdoce, comme l'indique son illustre guide, Serigne Touba. Je travaille jusqu'à présent sur tout l'aspect traçage du bois. Je maîtrise parfaitement ce procédé mieux que quiconque. La question que tout le monde lui pose
Quel est donc le secret de sa longévité? Il faut savoir limiter ses besoins dans la vie, dans tous les domaines aussi. Par exemple, pour l'alimentation, je mange avec toute la famille. Pas de régime spécial. Il faut s'aimer la concorde dans son entourage, mais aussi accepter la volonté divine. Mémoire vivante du quartier Fan Hock, il remercie toute la communauté lébou qu'il a accueillie avec beaucoup d'honneur. Aux jeunes, il recommande autant que peut se faire de limiter leurs besoins et avoir un comportement citoyen au quotidien. Elhadj Mamadou Djité, maître menuisier et délégué de quartier Fan Hock, âgé de 109 ans. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous et à tout à l'heure.